données du fonds du commerce. Il comprend nécessairement, suivant les dispositions de l'article 136, la clientèle, l'enseigne ou la clientèle, je dis donc la clientèle et l'enseigne ou la clientèle et le non commercial sans préjudice du cumul de la clientèle avec l'enseigne et du non commercial. Donc en résumé, on a la clientèle, l'enseigne et le non commercial. L'OHADA dit que le fonds de commerce peut comporter également les éléments suivants, à savoir les installations, les aménagements et agencements, le matériel, le mobilier, les marchandises en stock, le droit au bail, les licences d'exploitation, les brevets d'invention, les marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaire à l'exploitation du fonds. Nous voyons donc, à la suite de cette définition, que le fonds du commerce est constitué d'une universalité de droits composée d'éléments corporels et incorporels. Mais ce qui va nous intéresser ici, ce ne sont pas les éléments corporels du fonds du commerce, mais les éléments incorporels, à savoir la clientèle, l'enseigne et le non commercial. Le droit au bail n'est pas retenu dans ces éléments directement par l'OHADA. Donc, c'est dans les éléments, je ne sais pas, qui peuvent être aussi qualifiés d'éléments faisant partie du fonds du commerce que l'OHADA a cité le droit au bail. Ce n'est pas cité immédiatement dans les éléments obligatoires pour définir le fonds du commerce. Ce qui va nous intéresser donc dans le développement qui va suivre est de savoir si au nombre des garanties instituées par le législateur OHADA au profit des créanciers pour le recouvrement des créances, à savoir la saisie des meubles corporels et incorporels, la saisie attribution des créances, la saisie et la saisie vente immobilière, pour ne citer que cela, les éléments incorporels du fonds du commerce peuvent-ils faire l'objet d'une saisie et d'une vente? Je crois que le problème juridique qui se pose ce matin, c'est cela. Et pour répondre à cette interrogation, nous examinerons tour à tour le régime juridique de la saisie en droit OHADA, la procédure de saisie, les acteurs intervenant dans cette saisie et le sort des éléments incorporels saisis. Alors, le régime juridique. La saisie et la vente des éléments incorporels du fonds du commerce ne transparaissent pas clairement dans aucun texte de l'OHADA. Je ne sais pas, suivez très bien. Le président Kamaté l'a dit, on n'est pas à faculté, suivez très bien. À la lecture des actes uniformes, la saisie et la vente des éléments corporels du fonds du commerce ne transparaît pas clairement dans aucun texte. Et pour asseoir juridiquement cette saisie, il faut recourir à 3 actes de l'acte uniforme, à savoir l'acte uniforme portant droit commercial général, l'acte uniforme portant organisation des sûretés et l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Le premier a effleuré la possibilité d'une vente forcée de fonds de commerce, notamment à l'alinéa 2 de l'article 163, seulement dans le cadre de la vente, je précise bien, seulement dans le cadre de la vente du fonds du commerce par son propriétaire et en cas de surenchère par tout créancier opposant. Donc ce n'est pas une procédure de saisie et de vente organisée par ce texte, mais le texte prévoit, en cas de vente du fonds du commerce par un propriétaire, la réaction que peut avoir un opposant. Alors, je cite cet article. Tout créancier ayant inscrit un privilège ou un nantissement ou ayant régulièrement fait opposition peut, dans le mois de la publication de la vente, dans un journal habilité à publier les annonces légales, former une surenchère du 6e du prix du fonds de commerce figurant dans l'acte de vente. Lorsque le fonds a fait l'objet d'une vente forcée, les créanciers nantis et opposants bénéficient
du même droit de surenchère qui doit s'exercer dans le même délai à compter de l'adjudication. Donc le surenchérisseur doit consigner dans le même délai au greffe de la juridiction compétente auprès de l'organe compétent dans l'État partie le montant du prix augmenté du sixième. Voilà la rédaction de l'article 163 de l'acte uniforme portant droit commercial général. L'article 164 dit « Le cahier de charges établi antérieurement à la vente en justice à la diligence du surenchérisseur reproduit intégralement l'acte. Les mentions exigées par l'article 163 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés semblent exclure donc l'article suivant, l'article 55 du même acte, et qui demande ou bien qui dit qu'une autorisation préalable de la juridiction compétente n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire, à moins que le titre exécutoire dont se prévaut le créancier comporte des éléments exigés par l'article 163. J'attire encore votre attention, parce que l'article 163 de cet acte dit que pour solliciter le nantissement des éléments du fonds du commerce, il faut un certain nombre d'éléments. Maintenant, une décision, puisque l'article 54 nous dit on peut pratiquer une mesure conservatoire avec une autorisation présidentielle. À défaut, on peut pratiquer la même mesure avec un titre exécutoire qui peut le plus, peut le moins. Maintenant, si le titre exécutoire ne comporte pas les éléments prévus à l'article 63 des sûretés, est-ce que ce titre peut conduire à notre procédure? Donc, c'est l'interrogation que j'ai posée également à ce niveau. Alors, petit 3, donc, la procédure même de la saisie conservatoire. La saisie conservatoire des éléments incorporels du fonds de commerce va consister en une inscription provisoire du nantissement. C'est un peu la déduction que je fais. Le canal que je dois prendre cette saisie conservatoire, c'est ça que je décline et que je soumets à la discussion de l'Assemblée. Donc, la saisie conservatoire des éléments incorporels du fonds du commerce va consister en une inscription provisoire du nantissement judiciaire au registre du commerce et du crédit immobilier dans les conditions prévues aux articles 51 à 66 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés pour être opposable au tiers. Je regrette véritablement l'absence du docteur Onana pour nous éclairer véritablement sur la position de l'OHADA. Puisque rien n'est prévu, tout ce qu'on fait, c'est par analyse, c'est pas déduction pour avoir sa position. Donc, l'acte de saisie maintenant, si on peut faire une saisie conservatoire, quelle sera la forme de cet acte? Donc, si la saisie devra emprunter le canal du nantissement judiciaire, un énigme reste pourtant à résoudre. Il se pose la question de savoir, est-ce que la seule inscription du nantissement vaut saisie conservatoire? Est-ce que la seule inscription du nantissement emporte saisie conservatoire? Ou si un acte de saisie conservatoire doit être dressé par l'officier ministériel, en l'occurrence l'huissier de justice, en dehors de l'acte du nantissement. L'article 85 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recoupement des voies d'exécution et des voies d'exécution donc dispose qu'il est procédé à la saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières par la signification d'un acte aux personnes mentionnées à l'article 236 ci-dessous. Cet acte contient à peine de nullité les mentions prévues à l'article 237 ci-dessous également, sous réserve du 3, où l'indication du titre exécutoire peut être remplacée par celle de l'autorisation de la juridiction compétente pour pratiquer la saisie conservatoire. Quelles sont les mentions de l'article 237? Premier, les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant, ou s'il s'agit de personnes morales, leur forme, dénomination et le siège social. Élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie, et si le créancier n'y demeure pas, il peut être fait à ce domicile élu toute signification ou offre. 3. L'indication d'autorisation de la juridiction compétente en vertu de laquelle la saisie est pratiquée.
4. Le décompte des sommes réclamées en principal, frais, intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts. 5. L'indication que la saisie rend disponibles les éléments incorporels du fonds du commerce. Les éléments incorporels saisis du fonds du commerce. La sommation de faire connaître dans un délai de 8 jours l'existence d'éventuels nantissements ou saisies et d'avoir à communiquer aux saisissants copie des statuts. En adaptant donc ce test à la saisie conservatoire des éléments incorporels du fonds, sa rédaction serait la suivante. Il est procédé à la saisie conservatoire des éléments incorporels du fonds par la signification d'un acte au propriétaire du fonds contenant à peine de nullité les mentions suivantes. Nom, prénom, domicile du débiteur et du saisissant, ou s'il s'agit d'une personne morale, leur forme, dénomination et siège social. Élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie, si le créancier n'y demeure pas, il peut être fait à ce domicile élu toute signification ou offre. L'indication de l'autorisation juridictionnelle compétente en vertu de laquelle la saisie est pratiquée, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication des taux des intérêts. L'indication que la saisie rend disponibles les éléments incorporels du fonds. La sommation de faire connaître, dans le délai de 8 jours, l'existence d'éventuels nantissements ou saisies et d'avoir à communiquer aux saisissants copie des statuts. Il sera donc conseillé à l'huissier de dresser, c'est la conclusion que je tire un peu, de dresser un procès verbal portant saisie conservatoire constatant les formalités d'inscription de nantissement judiciaire. Si je me confronte à ce sujet, saisie conservatoire, je ferai mon nantissement et je dresserai un procès verbal de saisie conservatoire constatant les formalités d'inscription du nantissement judiciaire au registre du commerce et du crédit immobilier dans les conditions prévues par l'article 51 à 53 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés afin de pouvoir l'opposer au tiers. Après cette saisie, il y aura la dénonciation de l'acte. Les dispositions de l'article 86 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances des voies d'exécution mettent à la charge du saisissant la dénonciation de l'acte de saisie dans un délai de 8 jours sous peine de caducité à compter de la saisie et comportant les mentions ci-dessous indiquées, à savoir, dans un délai de 8 jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur par un acte qui contient, à peine de nullité, copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, copie du procès verbal de saisie, la mention en caractère très apparent que le droit plutôt qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la main levée à la juridiction du lieu de son domicile. Est-ce que ça va être ça ou du lieu où le fonds est immatriculé? Le débat est là. Donc, la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie. 5. Élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie. Et si le créancier ne demeure pas, il peut être fait à ce domicile élu toute signification ou offre. La reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus. Alors, quelles sont les autres formalités de validation de cette saisie conservatoire? L'inscription définitive est assujettie à une décision de validation passée en force de choses jugées. C'est l'article 165 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés qui le dit. Au terme de l'article 88 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des voies d'exécution organisant la saisie des titres sociaux, le législateur dit, muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient à peine de nullité. Je ne sais pas si vous me suivez. J'avais évoqué l'article 65 de l'acte portant sur les sûretés. J'évoque ici l'article 88 des voies d'exécution qui organisent la saisie des titres sociaux. Donc, cet acte doit contenir les éléments que je suis en train d'énoncer, le nom, les noms, prénoms, domicile du saisi et du saisissant, ou s'il s'agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social, la référence au procès verbal de la saisie conservatoire,
la copie du titre exécutoire, sauf s'il a été déjà communiqué lors de la signification du procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné. Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais, intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts. Un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis. L'indication en caractère très apparent que le débiteur dispose d'un délai d'1 mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 ci-dessous. La reproduction des articles 115 à 119. La procédure d'obtention du titre exécutoire est déclinée dans le même acte par l'article 61. L'article 61 de la procédure organisant les voies d'exécution dispose que si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire est pratiquée avec un titre exécutoire, et là encore on a posé une interrogation, si les mentions exigées ne sont pas inscrites dans ce titre exécutoire, peut-on aller à la saisie conservatoire? Le débat est là. Maintenant, on nous dit ici que l'article 61 dit que toute saisie conservatoire qui a été faite sur la base d'une décision provisoire doit dans le mois qui suit, toute personne doit dans le mois qui suit accomplir les formalités pour avoir un titre exécutoire afin de pouvoir convertir la mesure conservatoire. Ce test est toujours applicable à la matière. Donc, observation étant ainsi faite que le titre exécutoire issu de la procédure de saisie conservatoire va jouer 2 rôles. 2 rôles en ce sens que ce titre va non seulement permettre la validation de la mesure conservatoire, donc l'inscription du nantissement qui a été, puisque dans mon exposé, je disais que pour pratiquer cette mesure conservatoire, je serais passé par le nantissement judiciaire pour arriver à la mesure conservatoire. Donc si j'ai un titre exécutoire, tout acte qui concerne la cession de fonds doit comporter ces éléments. L'article suivant dit ceci, et du crédit immobilier. Il appartient au vendeur et à l'acquéreur, chacun ce qui le concerne, de faire procéder. Imposons, le prix du commerce doit tenir compte. Et ça, c'est l'article 72 qui met ça à la charge de tout, d'informer à chaque fois le prix du commerce de toute mutation, de tout où le vendeur est inscrit au prix du commerce et du crédit immobilier. L'article 154 dit le vendeur du fonds est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l'acheteur, obéir à la procédure prévue à l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées, des voies de créance et des voies d'exécution qui organise la répartition selon qu'il y ait un ou plusieurs créanciers. Je demanderai au secrétaire général de bien vouloir après prendre sa communication souple pour pouvoir en faire disposer les participants. Alors,